Bonjour, en effet, bonjour à tous. Bonjour Claire Hédon. Bonjour. Vous êtes, on l'a dit, la défenseur des droits. Vous avez été nommée en 2020 par le président de la République. Alors vous avez une fonction officielle, vous dépendez de l'État, mais vous êtes à la tête d'une autorité indépendante qui peut critiquer, le cas échéant, l'État. Vous êtes là, c'est l'article 71 de la Constitution qui le dit, pour veiller au respect des droits et des libertés en France. Et ce sont donc tous les citoyens qui peuvent vous saisir. On va donc parler tout de suite d'un sujet d'actualité, la prolongation du pass sanitaire, lié évidemment à la situation du Covid, qui est désormais rendue possible jusqu'en juillet 2022. Vous l'avez critiqué, Claire Hédon, défenseur des droits. Pourquoi ? Effectivement, et je suis là pour défendre les droits et les libertés. Et je suis inquiète parce qu'on est en train, en fait, de transformer une mesure d'urgence en mesure durable. Un certain nombre de personnes, et même des millions de Français, ont choisi de ne pas se faire vacciner. On peut être d'accord ou pas d'accord. Personnellement, d'ailleurs, ce n'est pas mon point de vue. J'ai même peut-être du mal à comprendre qu'on ne se fasse pas vacciner. Mais une institution de la République, elle est là pour défendre les libertés des personnes, les droits et les libertés. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un que l'on doit restreindre ses libertés. Que je sache, il n'y a pas d'obligation vaccinale à l'heure actuelle. Et on est dans un état de droit. Et dans un état de droit, quand il y a des mesures qui restreignent les libertés, elles doivent absolument être adaptées, nécessaires et temporaires, limitées à l'objectif poursuivi. Et là, on peut avoir l'impression que sur la durée, ça ne devient plus limité et vous le dites proportionné. vous-même, vous êtes favorable à la vaccination. Quel autre moyen y aurait-il eu que ce pass sanitaire qui, visiblement, a produit ses effets, puisqu'il a engendré, plus exactement, un pic de vaccination au cours de l'été ? Je pense que ce qui est important, c'est de prendre le temps de convaincre. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que, de fait, on est en train de passer à un état d'urgence sanitaire qui va durer 9 mois, parce que jusqu'au 31 juillet... C'est le Parlement qui en a décidé ainsi. C'est 9 mois, mais sans revenir devant le Parlement en situation d'état d'urgence. C'est bien ça le problème. La question du Parlement, c'est que régulièrement, dans des situations d'état d'urgence, doit revoter régulièrement. Là, il ne va pas voter sur cet état d'urgence pendant 9 mois. C'est énorme. Et l'intérêt du débat parlementaire, c'est qu'elle permet finalement l'adhésion de la société, parce qu'il y a des débats, il y a des débats contradictoires. Et ce point-là est important et c'est inquiétant de prolonger un état d'urgence sanitaire aussi longtemps. Vous avez l'impression, puisque vous recevez les doléances des citoyens, on en parlera à la fin de l'émission, qui peuvent s'adresser directement à vous ou à vos représentants, que la population ne comprend pas cet état d'urgence, comme vous dites. Surtout quand on regarde les sondages, majoritairement, les Français sont favorables au pass sanitaire. Oui, tout à fait. Mais la question pour l'instant, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées et qui ne sont pas forcément des anti-vax. La corrélation en ce moment entre le taux de vaccination et le taux de pauvreté dans certaines communes, il reste des inégalités, même s'il y a eu de nombreux progrès faits par le gouvernement pour aller vers. Mais la réalité, c'est que gratuité, ça ne veut pas dire accessibilité, qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas de médecin traitant et pour qui aller vers la vaccination est plus compliqué. Donc il faut du temps pour convaincre et c'est ça qu'il faut continuer à faire, au lieu de continuer à restreindre les libertés. Est-ce aussi la raison pour laquelle vous critiquez le déremboursement des tests qui est intervenu depuis le 15 octobre ? Tout à fait, mais cette d'ailleurs décision, elle modifie profondément l'équilibre sur lequel était fondée la loi au départ, qui par ce pass sanitaire permettait d'accéder aux tests gratuitement et le fait d'un seul coup de le déremborser, ça change la règle. Mais c'est aussi une incitation à se faire vacciner, oui, vous le savez. Mais ça va toucher, évidemment, qui ça va gêner ? Les populations les plus précaires, celles vers lesquelles on n'est pas encore tout à fait allé, même si je vous dis qu'il y a un chemin qui a été fait, mais il y a encore un écart de taux de vaccination entre les communes riches et les communes pauvres. Donc ce n'est pas une mesure efficace, si on vous entend bien. Alors, moi, j'ai peur en plus qu'elle soit contre-productive, parce que l'intérêt quand même, c'est de continuer à surveiller l'épidémie, et on crée une inégalité quand même, parce qu'en fait, entre quelqu'un qui est vacciné, qui commence à avoir de la fièvre et de la toux, et qui peut accéder directement aux tests gratuitement, et quelqu'un qui a de la toux et de la fièvre, et qui doit passer par son médecin traitant parce qu'il n'est pas vacciné, c'est une inégalité de traitement, et c'est ce qui remonte dans les requêtes que vous observez. C'est ce qui remonte, et c'est aussi les inquiétudes qu'on peut avoir à plus long terme. L'autorisation donnée au chef d'établissement, c'est une disposition qui est passée au Parlement il y a 2 jours, au chef d'établissement dans les collèges et dans les lycées d'avoir accès au dossier médical, en tout cas au statut vaccinal des élèves. Là encore, c'est pour permettre, c'est du pragmatisme, explique le gouvernement et la majorité, pour permettre aux chefs d'établissement d'organiser des campagnes de dépistage, de ne pas fermer systématiquement les classes. Vous n'entendez pas cet argument ? mais non, le pragmatisme ne veut pas dire porter atteinte à la liberté et au droit. D'abord, ça va lever le secret médical, ça porte atteinte à la vie privée des enfants, qui est consacrée dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a un risque de stigmatisation.
Et puis soyons très concrets. Un employeur aujourd'hui a le droit de connaître le statut vaccinal de son employé s'il est dans une situation d'obligation vaccinale. Là, ça concerne bien les établissements scolaires. Et oui, mais où il n'y a pas, que je sache, d'obligation vaccinale. Un employeur dans lequel il n'y a pas d'obligation vaccinale ne peut pas demander le statut vaccinal. Donc on est en train de traiter différemment les enfants des adultes, des enfants qui, sincèrement, payent déjà un lourd tribut à cette crise. Vous le savez très bien, les pédopsychiatres alertent depuis un moment. Ils vont mal, ils ont des problèmes psychologiques. Notre rapport annuel sur le droit des enfants qui sort le 20 novembre sera justement sur la santé mentale des enfants. Accentuer ce Mais ça problème. accentue. Et surtout, on traite différemment des enfants des adultes. C'est quelque chose qu'on ne fait pas aux adultes et qu'on s'autorise à faire aux enfants. Je suis aussi défenseur des droits des enfants. Claire Hédon, autre gros sujet sur lequel vous intervenez régulièrement, c'est la détresse des usagers, de plus en plus nombreux face à ce qu'on appelle la dématérialisation des démarches pour les services publics. Ça touche en particulier les personnes les plus âgées, mais pas seulement. En clair, on se retrouve face à son smartphone, face à Internet pour accomplir tout et n'importe quoi, et beaucoup de gens sont perdus. Quelle est la réalité? Quels sont les chiffres? Les enquêtes montrent qu'il y a à peu près 13 millions de personnes qui sont en difficulté avec Internet. Que vous sachiez, sur une année, on a à peu près 100 000 réclamations. Et là-dessus, les 3/4 portent sur les droits des usagers de services publics. C'est une énorme partie de notre activité qui est traitée majoritairement par nos délégués territoriaux, qui sont 550, qui sont sur le terrain, qui assurent des permanences et qui accueillent gratuitement et donc qui recueillent la détresse, notamment de personnes âgées qui n'y arrivent pas. Et pas que des personnes âgées. Les jeunes, très habiles sur leur smartphone, ne sont pas pour autant en capacité de remplir un dossier à la CAF pour des APL, pour les aides au logement, par exemple. Ce que j'observe est inquiétant parce que c'est ce que nous font remonter nos délégués. Ils ont en face d'eux des requérants qui sont en colère, énervés, en larmes, parce qu'ils n'arrivent plus à contacter un service public. Mais concrètement, on peut ne pas se faire payer des prestations. C'est très concret. Quand je vous parlais, par exemple, de la CAF, c'est le RSA, les APL. Mais c'est aussi votre carte grise, votre permis à points. C'est vos droits au moment du passage à la retraite, le droit à la pension. Nous avons des réclamants qui attendent 6 mois, 1 an et demi pour toucher leur pension. Et pendant ce temps-là, où il y a une difficulté sur leur dossier, ils n'arrivent à joindre personne. Parce qu'en fait, la dématérialisation, excusez-moi, mais c'est une chance. Ça permet de simplifier les démarches, mais pas pour tout le monde. Il faut maintenir une présence physique. Alors précisément, le gouvernement vous répond qu'il y a eu le déploiement des maisons France Service un peu partout sur le territoire. Il y en a plus de 1500 en métropole et en outre-mer. Ça n'a pas un peu amélioré les choses? Alors, ce que nous observons pour l'instant, c'est en tout cas une augmentation des réclamations de 15 à 20% dans ce domaine-là. C'est ce qu'on observe cette année, pour l'année 2021. Donc, pour l'instant, nous ne voyons pas encore d'amélioration. Il y a des endroits où, effectivement, ces maisons France Service vont être une ouverture pour rencontrer quelqu'un, mais nous, nos réclamants nous disent « je n'arrive pas à voir quelqu'un ». Et vous pointez une situation particulière à la SNCF aussi. Oui, c'est ce qui s'est passé. On a été saisi, par exemple, d'une personne âgée qui rentre dans un train, dans un endroit où il n'y a pas de guichet, où il n'y a pas de machine, qui d'habitude va voir le contrôleur, lui dit « j'ai pas pu prendre mon billet ». Et là, à une amende, le trajet coûtait 5 €, à une amende de 50 €. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un smartphone, d'avoir téléchargé l'application et d'être en capacité de prendre son billet comme ça. C'est qu'on ne peut, dans certains cas, pas prendre le train si on n'a pas un téléphone portable de dernière prendre son billet. De fait, c'est ce qui se passe. Et il faut remettre de l'humain dans la machine, là, dans notre maison. Parce que ce que j'observe, c'est que cette non-accès au service public, finalement, on se sent en dehors de la société. C'est une atteinte à notre démocratie. À quoi vous servez, si j'ose dire? À rétablir les personnes dans leurs droits. Mais est-ce que le défenseur des droits, qui fait régulièrement des rapports, des constats, est repris? Est-ce que c'est suivi des faits, ce que vous dites? Oui, parce que vous voyez, si on reprend l'exemple de la SNCF, elle a réagi derrière en disant effectivement, il y a des endroits où il faut rétablir des guichets, une borne où on peut prendre son billet en liquide. Tout le monde n'a pas une carte bleue. On vous a entendu. Vous disposez donc d'un site www.défenseurdesdroits.fr. Ça apparaît à l'antenne au moment où je vous le dis. Merci. Et c'est gratuit de nous saisir. C'est important de le dire. Et vous l'avez dit, facile. vous avez Et on peut des voir des gens en collaborateurs. personne. Merci Claire Hédon.